Oui. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue sur les vraies voix jusqu'à 19h. Arrêtez de rire. Oui, alors oui, j'ai des bonbons dans la bouche. J'espère que ça ne va pas s'entendre. Merci Philippe Bilger de me nourrir de gâteries assez régulièrement. Ça va Philippe David? Ça va très bien. Vous nous avez manqué hier. Ah, oui. quand même. Et... vous avez mis du temps à le dire. C'est logique, j'avais pas la parole avant. Au moins 3 minutes. Et je vous avoue, je me suis fait une remarque. Quand vous n'êtes pas là, Philippe Bilger ne lance plus les mêmes regards, je dirais, concupiscents vers les animateurs que lorsque vous êtes là. Je me demande de deux choses l'une, soit a-t-il bon goût, soit voit-il mal. Non, il a bon goût, c'est tout. Il a bon goût. Il a bon goût. Mais vous attaquez direct avec des regards concupissants. Je pensais de Philippe Bilger, oui. Ah bon? Mais enfin, mais lui, si. c'est un ange, regardez-le. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Bah oui. Vous voyez mal. Ouais. Ça va? Ouais. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Bah, on est à fond. Non, je parlais aux gens qui nous écoutent. Et qu'on embrasse bien entendu. On est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 19h, vous l'avez entendu avec Philippe David. Allez, au sommaire de cette émission à 17h30, le grand débat du jour. Le millefeuille administratif coûterait 7,5 milliards d'euros par an à l'État. Conclusion d'un rapport du maire de Charleville-Mézières. Pendant ce temps, dans un autre rapport sur la décentralisation, Éric Woerth en appelle à clarifier les compétences de chaque administration. L'ancien ministre Nicolas Sarkozy et député Renaissance souhaite donc le retour du cumul député-maire. Il en appelle aussi notamment à supprimer la métropole du Grand Paris, Philippe. Alors parlons vrai, la France est-elle suradministrée? Si oui, est-ce uniquement la faute du millefeuille administratif? La réforme de l'État dont on parle depuis des lustres, la verra-t-on un jour? Et à cette question, quel échelon administratif faudrait-il supprimer? Vous dites les petites communes à 5%, les intercommunalités à 44%, les départements à 12% et les régions à 39%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels et il ne faut surtout pas la supprimer puisque c'est un échelon essentiel des vraies voix. Au 0826, merci, au 0826 300 300. Et on parle de corps intermédiaire, on parle de vous, Philippe David. Vous avez parlé de corps à 10 peu, parlant de moi. Notre invité pour en parler, Jean-Baptiste Amoni, qui est maire de Villepreux dans les Yvelines, en charge de la mobilité et des transports à l'Association des petites villes de France et l'Association des maires d'Île-de-France. Et puis 18h30, le coup de projecteur des vraies voix, 90% des pharmaciens étaient fermés aujourd'hui selon les syndicats. Mouvement de colère lié aux fermetures d'officines, à la concurrence d'Internet, au montant de leurs honoraires, mais aussi aux ruptures de stock des médicaments parfois vitaux. Alors parlons vrai, trouvez-vous qu'on en demande trop aux pharmaciens? Comprenez-vous leur mouvement d'aujourd'hui? Faut-il mettre des garde-fous, notamment avec les ventes de médicaments, parfois de contrefaçon via Internet? Et à cette question, les pharmaciens sont-ils le dernier rempart contre les déserts médicaux? Vous dites oui à 72%. Vous voulez réagir? Encore et toujours le 0826 300 300. On en parlera avec Sébastien Lagoutte, qui est vice-président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine et coprésident pour la Saône-et-Loire. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix, c'est jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et notre Philippe Bilger, avec ses bonbons. Bonjour, bonjour Philippe Bilger. Et puis une complicité que je vais cultiver pour tout à l'heure. Bah oui, forcément Philippe, bien entendu. Ça sent la corruption. Mais même sans vous, j'ai gagné. Hein. Oui, c'est vrai, ça va? Ah non. Non, vous avez perdu. Il a perdu. Même sans vous, j'ai été. Vous avez perdu de peu, mais vous avez perdu Non, quand même. j'ai été floué. Hein. Non, ça y est. Ah oui. Ça y est. Il est toujours floué, c'est Oui. incroyable. J'ai été floué. Non, mais en permanence, vous êtes une victime. Non, mais j'ai gagné tout le temps. Mais Et vous avez comme par gagné tout hasard, le temps. J'ai eu le bonheur de vous battre. Oui, vous m'avez battu, Mardi, c'est vrai. Vous Oh là là. mettez en doute un ancien magistrat. Ah oui, mais alors, Ah oui. plus que beaucoup. Hein, même, hein. Procureur Non, général. mais franchement, il se comporte comme une racaille, hein, vous Eh ben, savez. Je veux dire, on sent qu'il s'est retenu pendant toute sa carrière et là, il se lâche, quoi. Et vous Ça n'avez y pas est, tort. C'est la fête. Il n'y a plus de surmoi, tu vois. Allez, hop, on y va. Il y a une volupté de la transgression. Bien Ouais, sûr. ouais. Je trouve En que vous revanche, tirez vraiment sur la Françoise, corde. la transgression, c'est depuis qu'elle est petite. Moi, vraiment, Françoise jamais. de Gois. Jamais. Moi, j'ai jamais eu de surmoi, de toute façon. Reste tranquille. On a pu le constater. Moi, c'est Et- le ça qui parle. Non, nous sommes ravis d'accueillir, alors lui, par le coup,
là, strict, Voilà. le costume, le truc, la coupe de cheveux incroyable comme et tout. vous, Cécile. Exactement. On est pareil. C'est le steward. Ouais. C'est le steward. et c'est ça. Allez, Bernard Cohen-Haddad est avec nous, président de la CPME Bonsoir. Paris et du think tank. Étienne Marcel est auteur du livre L'avenir appartient aux PME, publié chez Duno. Voilà, on est ravis de vous accueillir. 0826 300 300, ce numéro que on vous demande et on insiste. On a besoin de votre témoignage, bien sûr, sur l'actualité du jour. Régis Darl est avec nous. Bonsoir, Régis. Bonsoir Régis. Bonsoir. Mon cher Régis, alors vous voulez nous parler de football et d'une personnalité emblématique dans le foot. Oui, tout à fait. Donc moi, mon coup de gueule, c'est ça comme on l'appelle, c'est par rapport à l'image véhiculée actuellement dans les médias de Kylian Mbappé sur son méforme physique. Alors vous bougez pas, parce qu'on va en parler dans un instant. En attendant, on va écouter le répondeur au 0826 300 300. Ici, Jean-Marie de Trémouille dans l'Aveyron. Voilà, on voit que vous n'aurez pas de problème avec l'ARCOM, puisque Robert Ménard ne sait pas où c'est qu'il est électoralement. Donc, voilà, une éolienne supplémentaire qui vient dans vos studios. Voilà, il parle bien, il parle, mais il sait pas de quel parti il est. Ça serait bien de faire parler l'Alliance Rurale, Jean Lassalle ou Willy Schramm sur votre à Sud Radio. Merci pour ce message. J'ai pas compris. Jean-Marie de l'Aveyron. Alors il dit qu'on était plutôt favorable à du mon tout. ami Ménard. Non, ou pas du tout. Non, Pas il du tout. dit clairement que... en clair, pardon. Allez-y. Qui brasse du vent. Non, il dit en clair que on sait plus le situer électoralement, il sait plus pour qui il est, pour qui il a appelé à voter, etc. C'est Il pas- est ailleurs. le point Ah bah de vue, il est je peux devenu comprendre. macroniste en fait. Oui, En vérité. il est C'est un macroniste de l'ultra-droite. quoi. Il a une identité très claire maintenant, très intelligemment conservatrice. Non, mais moi, et il n'exclut pas peut-être d'aller en 2027 comme candidat. Moi, je partage, bon, parce que j'ai pas d'amitié particulière pour l'Alliance Rurale, mais j'aime beaucoup Jean Lassalle, comme nous tous. Mais je suis assez d'accord, ça devient vraiment, il a un rond de serviette absolument partout, quoi, Robert Ménard. Il a raison, notre auditeur. J'ai l'impression que chaque fois que j'allume une télé, j'allume une radio, paf, il y a Robert Ménard. Ok, c'est le maire de Béziers, il a été réélu dès le premier tour, mais enfin, il a quand même pas, il garde pas, si vous voulez, l'Ancien et le Nouveau Testament. Enfin, je veux dire, Ça ferait beaucoup. non, mais il a tout à fait raison. Enfin, je veux dire, il parle bien, il fait beaucoup de bruit avec sa bouche, sérieusement. Ménard, en permanence partout. C'est pas au nom de quoi, c'est que c'est encore une fainéantise, une facilité médiatique qui disparaîtra dans un an parce que Bernard bien sûr qu'on l'aimera Cohen-Haddad. plus. Il n'est pas partout. Bernard Cohen-Haddad. Non, il est souvent quelque part en tous les cas. C'est pas la même chose. C'est pas mal. Il est souvent Il est souvent quelque part. Et... Alors, il est souvent quelque part et il est partout. Oui, Excusez-moi. Bernard Cohen-Haddad. Non, mais il a t'es très surtout le mérite d'avoir quitté le Rassemblement National. C'est pour ça qu'on l'entend. Il faut quand même le reconnaître. Il dit des choses très pertinentes, Bernard. Oui, bien sûr, Mais mais on est bien d'accord. Mais bien sûr, et C'est un homme courageux. Oui. C'est le seul homme en France que j'ai été obligé de freiner sur le plan de la liberté d'expression. D'accord. Parce qu'il était prêt, dans une logique implacable, à soutenir des choses. Ouais. Peut-être Ouais, qu'il c'est ça. valait mieux garder. C'est ça, c'est ça. Ceci étant, c'est Et, quand même pas le seul maire d'une grande ville à pouvoir s'exprimer non Ouais. plus. Et sur l'échelle, comment dirais-je, par rapport sur votre échelle personnelle avec Gabriel Attal, vous en êtes tout par rapport à Robert Ménard? C'est pas du tout Il va le faire même le nom. calcul. Gabriel Attal est évidemment moins sincère que Robert Ménard. C'est très Un clair. défaut de Gabriel Allez, Attal. Philippe Oui, Bilger. ma chère S'il vous plaît. Françoise, Ignorez. Une totale objectivité. Philippe Bilger. Ignorez tout ça. On va Allez, parler de quelqu'un, 0826 là. 300 300 direction Arles avec Régis. Vous allez pouvoir aussi Salut. évoquer sur la soi-disant méforme de Kylian Mbappé. Tout à fait. Donc, en fait, bonjour à tout le monde. Déjà. Salut, Bonjour. salut. Donc moi, ce que je voulais dire, en fait, je suis un peu choqué par l'attitude des médias qui, actuellement, laissent entendre que Kylian Mbappé va faire un mauvais euro, il est pas bon en ce moment. Bon, voilà. Je voulais juste dire que ce joueur est vraiment fantastique et qu'on a une chance d'avoir ce joueur en France.
Et que bon, voilà, je trouve un peu choquant cette attitude actuelle. On va faire répondre Françoise. Allez, en 40 secondes. Je trouve que c'est assez moche parce que c'est vrai que maintenant, il semblerait qu'il ait pris des kilos, etc. Mais je suis très en colère contre la presse qui a passé des années à l'incenser, même quand il ne le méritait pas, lui trouver toutes les excuses, même quand il jouait mal, parce qu'on s'en fout qu'il ait marqué 44 buts, pénalty ou de ça. C'est pas ça qui fait une saison. Bien sûr qu'il est moins bon depuis 2 ou 3 ans, depuis 2 ou 3 mois, pardon. Mais vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Le lapsus. Non, mais vous avez raison sur cette presse qui tourne. Maintenant, il est trop gros, Philippe. il fait la fête, il sort trop. Enfin bon, bref. Le moins bon Mbappé, ça vaut largement le meilleur joueur français. Hein. Ouais. Mais ceci étant dit, je crois qu'il va faire des étincelles au Real Madrid. Bernard Cohen-Haddad. Je trouve que ça reste quand même un bon coup de pied. Hein. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très habile. Et puis il a des valeurs, faut comme le reconnaître aussi. Ah bon ? Bah si, et lesquels, puis il s'est pas mal engagé pour un certain nombre d'associations à l'étranger. Pas comme beaucoup de footballeurs et de sportifs. Oui, Bernard, mais il le c'est bien fait, de le c'est bien faire. de le dire Oui, mais aussi, il tout le le monde fait. n'est pas obligé de le faire. Malheureusement, il ne dénonce pas les violences sur les policiers. Bah, mais il a eu Ouais, raison de dommage. dénoncer Naël, donc on sera jamais lui d'accord là-dessus. reproche des choix très idéologiques. Bah oui. Les amis, merci beaucoup en tout cas, mon cher Régis. Vous restez avec nous, Régis. Ouais. Vous réagissez Et comme allez vous voir. voulez. Et le qui c'est qui l'a dit s'attaque à la gorge. Hein. Voilà, c'est vrai. Ah non, je respecte forcément. Allez, dans un instant. Les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu et puis le réquisitoire du procureur. Mon cher Philippe. Alors, c'est Sarkozy un traître ou un pragmatique? Oh bah dis donc, ça va. Bah là aussi, ça va Vous attaquer avez à la 4 gorge. heures, vous avez 4 heures, c'est super. Allez, on fait une petite pause. Merci de votre fidélité. C'est les Vraies Voix Sud Radio jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est une joie tous les soirs de vous retrouver parler pour entre 17h et 19h. Françoise, J'ai envie de citer Nicolas Sarkozy. Quelle indignité. Oui. Petit monstre, là. On est à fond. 0826, 0828, non, je sais plus. 0826 300 300. Voilà, c'est ça, on en est là. Comme quoi, ça va bien. Françoise Degois est avec nous. Philippe Bilger, ça va, Philippe Bilger? Oui, On pardon. vous dérange pas dans vos textes? Non. Non, il est en train de Bernard. réserver son séjour au Cap d'Agde, c'est pour ça. Bernard Cohen-Haddad est avec nous, bien entendu, et vous au 0826 300 300. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu. Félix, de quoi parle-t-on dans un instant? On va parler de Joe Biden en visite d'État en France lors des commémorations du débarquement le mois prochain. Pendant ce temps, Donald Trump juge honteux son procès. Le jury est parti délibérer. On va parler aussi de ces manifs pour Gaza en France et puis du public de Roland-Garros qui apparemment s'est un peu cru à la ZAD ces derniers temps. En 3 mots, ça donne honte, manifestation et alcool. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Ce n'est pas une indignité, c'est une question. Sarkozy, traite ou pragmatique? Oui, alors traître, pas seulement à partir de ces dernières déclarations. J'avais lu dans Le Point avant-hier soir, et ça a été confirmé dans la page qui lui a été consacrée dans Le Figaro, d'ailleurs, où il dit beaucoup de choses justes, ce qui montre que, contrairement à ce que certains racontent, je n'ai aucune haine à l'encontre de Nicolas Sarkozy. J'admets qu'il peut avoir raison parfois. Et non, ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'ils disent, de nouveau, il avait liquidé, entre guillemets, Valérie Pécresse. Là, il vient dire, j'ai beaucoup de sympathie pour François-Xavier Bellamy et pour quelques personnes sur sa liste, mais il y en a d'autres que je n'aime pas. Et peut-être ai-je commis une erreur, j'ai eu l'impression qu'il nous préparait un vote en faveur de la liste macroniste. On m'a dit, mais c'est absurde, puisqu'il y a Hortefeux et Morano sur... je crois que ça n'est pas incompatible avec lui. Hein. Il peut tout à fait aller sur la liste de Valérie Ayé pour l'enfoncer encore davantage. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la stratégie de Nicolas Sarkozy. Vous savez bien ce qui se passe. C'est votre chéri qui est menacé. Hein. Vous savez que Gabriel Attal est menacé. Et que l'idée... Chéri, Non, ça veut dire que... Non, mais on fait court, les amis. Nicolas Sarkozy, il est en train tout simplement de préparer ce à quoi il rêve depuis toujours, un accord de gouvernement avec les Républicains, avec Gérard Larcher à Matignon. Voilà. Non, mais sans aucun doute, mais je crois qu'il prépare aussi 2027. C'est-à-dire, il a quelque chose en tête, Nicolas Sarkozy.
Vous croyez, Bernard? Vous convaincu même. Ah, bah, d'accord. Écoutez, on met les paris. Très bien. Ouais. Merci Philippe Bilger. Allez, tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont honte, manifestation et alcool. Joe Biden en visite d'État en France au moment des cérémonies du 8 juin. Pendant ce temps, Donald Trump parle, lui, d'une honte au 2e jour de délibération du jury à son procès à New York. Les manifestations pour Gaza continuent en France. La candidate LFI Rima Hassan en appelle même à manifester devant la chaîne TF1 ce soir suite à l'annonce d'une interview de Benjamin Netanyahou sur LCI. Et puis l'alcool sera désormais interdit dans les gradins de Roland-Garros. C'est l'une des mesures annoncées par Amélie Mauresmo après les plaintes de joueurs sur l'attitude des spectateurs. C'est plus que c'était le tennis. Les vraies voix Sud Radio. L'un est président des États-Unis et l'autre pourrait le redevenir à la fin de l'année. Si on en croit les sondages, Joe Biden sera en France du 5 au 9 juin, annonce aujourd'hui l'Élysée et la Maison-Blanche. Visite d'État en plus des commémorations des 80 ans du débarquement. Pendant ce temps, ambiance plus triviale à New York du côté de Donald Trump. 2e jour de délibération du jury dans l'affaire de sa supposée liaison avec Stormy Daniels qui aurait été dissimulée moyennant rémunération, ce qui contreviendrait à la sincérité de ses comptes de campagne de 2016. Le milliardaire n'a pas mâché ses mots à la barre tout à l'heure. C'est un jour très triste pour l'Amérique. Le monde entier observe. Et c'est un jour très triste pour New York. J'ai déjà eu 2 de ces procès. C'est une honte. Des millions de dollars sont dépensés chaque jour dans cette affaire. Dehors, on dirait Fort Knox, la façon dont ils montent la garde. Je n'ai jamais vu autant de policiers. Tout le monde est contre cette affaire, ajoute Donald Trump. Je n'ai pas vu un seul juriste, dit-il, ou un expert en droit pour dire que cette affaire aurait dû être poursuivie. En tout cas, les 12 jurés, 7 hommes et 5 femmes continuent donc leur délibération pour dire si, oui ou non, il y a eu falsification des comptes de campagne en 2016. Leur réponse, évidemment, va avoir un impact énorme sur la campagne présidentielle de cette année. Un mot du rolling ? Un mot du rolling avec finalement l'équilibre des forces. Rien ne bouge aujourd'hui. 33,5 pour Jordan Bardella et le RN, 16% pour Renaissance et Valérie Ayé, 14% pour Raphaël Glucksmann, la liste PS Place Publique, 7% ensuite pour LFI et Manon Aubry ainsi que pour François-Xavier Bellamy de LR. Toutes les autres listes sont à retrouver comme chaque jour sur sudradio.fr à partir de 17h pour ce rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, LCI et Le Figaro. Et deuxième mot, manifestation. La France Insoumise en appelle aujourd'hui à manifester devant TF1. Après déjà plusieurs jours de manifestations pour Gaza, la candidate LFI aux européennes, Rima Hassan, notamment, en appelle ce soir à se rassembler devant le siège de la chaîne de télévision devant TF1 en cause d'une interview du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prévue ce soir sur sa chaîne d'info en continu LCI. Ça sera à 20h30 dans l'émission de Darius Rochebin, d'où cette manifestation qui s'annonce devant la tour de TF1. Un mot, Philippe Bilger, cette manif qui n'a pas dû être autorisée à mon avis vu le délai. Non, mais bon, c'était prévisible que avec son arrivée, il y ait encore du côté de LFI des protestations, voire des manifestations. C'est vraiment incroyable. Vous vous rendez compte que Rima Hassan, cet après-midi, a appelé les stagiaires et les journalistes à saboter l'émission. Comment est-ce que vous imaginez? Ok, c'est Benjamin Netanyahou. Ça veut dire que Darius Rochebin est tellement bête qu'il n'est pas capable de mener. C'est un des meilleurs intervieweurs de France aujourd'hui, Darius Rochebin. Bien sûr qu'il va pas faire une interview complaisante. Vous imaginez le niveau de haine qui est pulsé? Je vous cite même pas les tweets des députés. Ces gens-là, quand on interviewait Bachar el-Assad, quand on interviewait Vladimir Poutine, on les a jamais entendus protester, manifester devant la tour de TF1. C'est lamentable. Bernard Conadad. Non, mais on a bien compris que la seule doctrine islamo-gauchiste de LFI, c'est d'être anti-Israël. À part ça, on a fait le tour. Il n'y a rien d'autre chose que ça. Leur candidature aux européennes et leurs candidats sont dans la provocation, parfois antisémite, anti-israélienne et antidémocratique. Ils sont là pour faire de l'agitation. C'est un peu dommage parce qu'on est vraiment dans un gauchisme anarchiste déconstructeur. Allez, les troisième mots, alcool, avec les mesures annoncées par Amélie Mauresmo contre le comportement déplacé à Roland-Garros. La réponse de la directrice de Roland-Garros à ces plaintes de joueurs, de joueuses G, de chewing-gum ou éclats de voix pendant les rebonds de balles au moment de se concentrer avant le service. Alors oui, Amélie Mauresmo a dégainé ces mesures pour ne pas que le tennis, ça devienne ça.
L'alcool sera désormais interdit dans les gradins de Roland-Garros. Une personne prise à lancer quelque chose sur un joueur sera immédiatement évacuée. Et pour ceux qui donnent un peu trop de voix, eh bien, ça restera du cas par cas. Mais Amélie Mauresmo, en tout cas, demande aux arbitres de faire preuve de sévérité contre les spectateurs qui abuseraient trop. C'est quand même pas possible. Hein. Comment est-ce qu'on en est arrivé ça s'est dégradé. Non, mais pourquoi? Moi, je l'ai vraiment. Les gens. L'incivilité, voilà, le manque d'éducation, par exemple. Voilà. Allez, bon, c'est pas le sujet. Non. Allez, dans un instant. Je voulais dire autre chose. Dis-le, il a envie de le dire. Non, mais vous le direz la semaine prochaine. Je suis obéissant, moi. Qu'est-ce que tu veux? Il est bien ce petit. Allez, les amis, on a un invité qui nous attend. Un rapport publié ce mercredi au gouvernement tente de chiffrer donc le gaspillage d'argent public induit par les compétences partagées entre plusieurs collectivités de l'État. Alors, parlons vrai, la France est-elle suradministrée? Si oui, est-ce uniquement la faute au millefeuille administratif? La réforme de l'État, on en parle depuis des lustres, on la verra un jour. Et à cette question, quel échelon administratif faudrait-il supprimer? À 5%, vous dites les petites communes, à 44% les intercommunalités, à 11% les départements et à 40% les régions. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité Jean-Baptiste Amonique est avec nous, maire de Villepreux dans les Yvelines, en charge de la mobilité et des transports à l'Association des petites villes de France et à l'Association des maires d'Île-de-France. Monsieur le maire, bonsoir. Petite question avant le débat. Est-ce que finalement on gaspille l'argent public? Bonsoir à tous. C'est la question à 1 million, ça. Voilà, je vais vous faire une réponse de Normand. Moi, je pense que c'est pas du côté des collectivités qu'on dépense le plus d'argent public, mais du côté de l'État. Allez, on en parle dans un instant. Vous voulez réagir? 0826 300 300. Bougez pas, monsieur le maire, on arrive. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Un sauvage. Françoise Degois est avec nous. On vous souhaite la bienvenue puisqu'elle vient de dire à l'antenne c'est un sauvage. Philippe Bilger, tu es un sauvage. Voilà, en train de dire un sauvage. Sauf que ça n'a aucun intérêt puisque les auditeurs qui viennent de nous rejoindre ne comprennent pas ce que vous dites, Françoise. Donc Philippe Bilger, qui est à ma gauche, est un sauvage selon Françoise Degois. C'est les épisodes précédents. Faut l'expliquer. C'était une racaille il y a un quart d'heure. Voilà, c'était une racaille. Ça monte d'un cran. Alors qu'il n'y a pas plus civilisé que moi. Bernard Cohen-Haddad qui est avec nous, qui est d'un calme, qui est d'un serein. Vous êtes quoi? Une brebis. Une brebis. Okay. Je pense que tout le monde devient fou. Non, tout le monde va faire chèvre là. Vous avez déjeuné quelque part ensemble? Il y a un truc là où je suis pas au courant. Excellent, c'est Bernard. Philippe David est avec nous, bien entendu. Et malheureusement. Et heureusement, ça nous fait plaisir. Au moins jusqu'à 19h, si je peux en placer une. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est la simplification, la modernisation. Et ce sera tout l'enjeu de la réforme de notre organisation territoriale de grandes régions. Dissoudre les départements dans les métropoles pour les grandes banlieues, disons, c'est logique. Pour nous, il y a la commune, le département et l'État. Je peux déjà vous assurer que la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, etc. vont se battre comme des chiens pour pas disparaître. Pas l'intercommunalité, non, ou en tout cas pas quand ça n'est pas souhaité. Après tant de siècles de centralisation, dont chacun aujourd'hui perçoit la limite et les impasses, supportera cette répartition nouvelle des pouvoirs. Mieux, je le crois profondément, notre unité sera plus forte. Et le millefeuille administratif coûterait 7,5 milliards d'euros par an à l'État. Conclusion d'un rapport du maire de Charleville-Mézières. Pendant ce temps, dans un autre rapport sur la décentralisation, Éric Woerth en appelle à clarifier les compétences de chaque administration. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy et député Renaissance souhaite le retour du cumul député-maire. Il en appelle aussi notamment à supprimer la métropole du Grand Paris. Alors parlons vrai, la France est-elle suradministrée? Parlons vrai, si oui, est-ce uniquement la faute du millefeuille administratif? Est-ce que la réforme de l'État dont on parle depuis des lustres va venir un jour? Et à cette question, quel échelon administratif faudrait-il supprimer? Vous dites les petites communes à 5%, les intercommunalités à 44%, les départements à 11% et les régions à 40%. Oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300, un numéro qui marche à 100%. Et puis on va en parler, poser cette question justement à monsieur le maire, maire de Villepreux, Jean-Baptiste Amonique est avec nous. Monsieur le maire, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en charge aussi de la mobilité et des transports à l'Association des petites villes de France et à l'Association des maires d'Île-de-France. On vous souhaite la bienvenue. Philippe Bilger, trop de couches administratives qui coûteraient plus de 7 milliards d'euros. Contrairement à ce qu'espèrent les remarquables animateurs des vraies voix, je n'ai pas de lumière particulière sur ce thème. Mais plus sérieusement,
Moi, j'aurais répondu, si j'avais été questionné, petite commune, au nom de la proximité, de l'accessibilité, d'une vision humaine du paysage urbain. Mais j'ai bien conscience que la France est en permanence tentée ou bien de simplifier dans le principe les structures administratives et en même temps elle désire ne pas rompre l'accessibilité pour le citoyen de ces services publics qui sont parfois aux antipodes de leur lieu, de leur domicile. Donc j'avoue que je suis curieux de savoir la nature du projet que propose Éric Woerth et l'avis de monsieur le maire. Moi, ce débat me fait sourire parce que ça fait 20 ans que ça dure. Et puis, les Français, ils sont formidables. Parce qu'il y a, il faut supprimer ça. Et dès que vous commencez à toucher, ah, mais non, pourquoi vous l'avez supprimé? Blablabla. En réalité, toutes les couches, et je ne sais pas ce que dira monsieur le maire, moi, j'ai travaillé partout, en région, dans les ministères. Je pense que l'erreur qui a été faite pour moi, et malheureusement, c'est mon ami, et c'est mon camp politique, mais la pire erreur a été la réforme des régions. C'est-à-dire passer de régions à taille humaine, qui étaient vraiment des choses qui faisaient, qui fonctionnaient véritablement, à des immenses régions. Qu'est-ce que vous voulez qu'un habitant des Hautes-Pyrénées de chez nous, mon cher Philippe, ait quelque chose à voir avec le Gard et la Lozère? Bien sûr, on est tous français, mais c'est pas les mêmes problèmes. Donc le sujet et même là, ceux qui travaillent sur le terrain, qui font parfois 500 km. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est la grosse bêtise sur les régions. Moi, j'aurais plutôt remis des régions, laisser les régions à taille humaine. Et je pense que tout ça n'est que politique. 7 milliards et demi, il faut trouver 7 milliards et demi. Oui, bien sûr. Mais la réalité, c'est que quand vous dites aux Français, OK, on va supprimer ça, là, plus personne n'est d'accord. Je rappelle que la dernière RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, a été un désastre à terme. On s'est rendu compte que finalement, on avait supprimé des douaniers, on avait supprimé des vétérinaires, on avait supprimé des fonctions essentielles qui font que maintenant, on a des trous dans la raquette. Donc, arrêtons avec ce fantasme. Bernard Cohen. Non, je crois que la difficulté, c'est qui va accepter de perdre sa voiture, son chauffeur et sa présidence, parce que c'est un peu ça quand même. Hein. Je crois pas. Non, je plaisante, j'étais provocateur à dessein. Oui, mais mais ce que je pense, et c'est pour ça que j'aimerais bien écouter monsieur le maire, c'est quel est l'échelon, ça a été dit par vous deux, optimal de proximité et d'utilité pour l'administrer, parce que c'est ça. Alors, je vais vous donner des chiffres avant de donner la parole à monsieur le maire dans le détail. Alors, le coût de l'enchevêtrement des compétences est estimé à 4,8 milliards pour les communes, 696 millions pour les intercommunalités, 355 millions pour les départements et 117 millions pour les régions. Monsieur le maire, est-ce qu'il faut d'abord simplifier tout ça? Françoise a raison, ça fait 20 ans que ça dure, mais que personne ne veut y toucher, surtout. Oui, c'est ça. Il faut du courage aussi. Mais si toutefois c'était le cas, on commencerait par quoi? Vous qui êtes sur le terrain. Alors, d'abord, je crois que ça a été rappelé, vous avez raison de le dire, sans mauvais jeu de mots, cette affaire, c'est un vieux serpent de mer. Ça fait des années qu'on en parle, de l'échelon finalement qui serait susceptible d'être supprimé. Faut quand même dire une chose, dans le rapport du collègue maire Ravignon, le maire de Charleville-Mézières. Charleville-Mézières, exactement, il conclut quand même en disant que la question n'est pas de supprimer un échelon. Il rappelle d'ailleurs qu'en France, les collectivités sont responsables de 20% finalement de la dépense publique, ce qui est assez peu quand on regarde ce que dépense l'État aujourd'hui. Moi, je crois que ta question, elle se pose pas en ces termes, et c'est là où je pense que c'est très intéressant de lire les conclusions du rapport de mon collègue avec le rapport Éric Woerth. C'est que la question centrale, c'est l'enchevêtrement des compétences. Finalement, c'est quoi? C'est la question de quel est le meilleur échelon pour porter des politiques publiques efficaces. Et là où je suis en accord avec ce qui ressort, c'est que on se retrouve, nous, aujourd'hui, mais parce qu'aussi le législateur n'a eu de cesse que de porter des réformes, que de porter aussi des transferts de compétences aux collectivités, de perdre en lisibilité de l'action publique locale. Et donc on se retrouve parfois à être plusieurs collectivités à agir sur les mêmes compétences. Et donc je crois que le rapport Woerth va dans le bon sens en disant qu'il faut clarifier un certain nombre de compétences par échelon de collectivité. Mais moi je ne crois pas qu'il y ait trop d'élus et je ne crois pas non plus qu'il y ait un échelon à supprimer. Peut-être, vous l'avez dit dans votre introduction, peut-être en Ile-de-France, où moi je serais en revanche favorable à la suppression de la métropole du Grand Paris. Philippe Bilger. Est-ce que vous ne croyez pas, monsieur le maire, que dans ces structures administratives, et je pense également au problème de la sécurité, voire de la justice, c'est moins la complexité des organismes et leur nombre que le fait qu'ils ne communiquent pas bien entre eux, et qu'en réalité, chacun de ces organismes est une sorte d'autarcie
qui vit sa propre vie sans que les autres, finalement, soient accordés à ce qu'elle fait. Jean-Baptiste Amonique. Alors, je pense qu'il y a un peu de ça, mais il y a autre chose. Vous avez évoqué la question de la sécurité, et pour moi, c'est un exemple flagrant. Aujourd'hui, la sécurité, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, c'est une compétence régalienne. Et pourquoi, nous, collectivités, on a été amenés à recruter des policiers municipaux, à faire de la vidéoprotection, ce qui évidemment entraîne à la fois des coûts de fonctionnement et des coûts d'investissement, c'est parce que progressivement, on a quand même eu un désengagement de l'État sur ces enjeux de sécurité. Lorsqu'on démantèle la police de proximité, qui prend le relais ? C'est évidemment les maires sur le terrain. Et je vais vous dire, c'est le même sujet avec la santé aujourd'hui. Moi, je suis effaré de voir aujourd'hui qu'on a dans nos compétences, là je prends la strate communale, en tout cas on s'arroge finalement cette compétence de faire des primes à l'installation de jeunes médecins pour pouvoir lutter contre les déserts médicaux. Mais oui, mais tout ça, rappelons-le, ce sont des compétences régaliennes et donc c'est les compétences de l'État. Donc finalement, si nous aussi on fait ce que l'État doit faire, c'est là où vous vous retrouvez à des doublons et donc à des dépenses publiques qui augmentent. Oui, moi je voudrais un peu avoir votre avis, monsieur le maire. On a vu pendant la Covid-19 qu'il y a eu une répartition des compétences en matière de financement de l'économie. Vous l'avez bien vu à travers les fonds de solidarité, les actions de la région. Et je pense que les régions ont montré qu'elles étaient l'échelon optimal d'intervention économique dans les aides publiques au niveau du monde économique, économie sociale et solidaire, TPE, PME, entreprises de proximité. Et ça, on a montré qu'elles avaient aujourd'hui une utilité. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui pour les petites communes, parce qu'elles n'ont pas ce budget-là, elles n'ont pas les moyens ni en personnel, ni financiers. En revanche, je partage totalement votre avis, c'est quelle est l'utilité d'une métropole du Grand Paris quand vous votez pour des élus dont vous ne connaissez même pas la double appartenance à la fois au conseil municipal et à la métropole. Est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de se copier-coller dans beaucoup de grandes métropoles ? La question est très longue. Oui. Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, je suis un partisan de dire que la région aujourd'hui doit être le chef de file et doit avoir quasi l'exclusivité de la compétence en matière de développement économique. Pour moi, c'est le meilleur échelon. Je rajouterais quand même en partenariat avec les intercommunalités, parce qu'on voit qu'il y a quand même sur des bassins de vie des politiques économiques de proximité à conduire avec les intercos. Néanmoins, les communes, je suis d'accord avec vous, n'ont pas à user de cette compétence, et les départements doivent, à mon sens, se recentrer sur leurs compétences sociales, de solidarité. Surtout qu'on a aujourd'hui des bases qui augmentent avec davantage de bénéficiaires, et donc les départements aujourd'hui doivent consacrer leurs dépenses de fonctionnement principalement sur cela. En Île-de-France, moi je vous rejoins totalement. D'ailleurs, le président de la République en 2017 avait dit qu'il ferait une réforme pour l'Île-de-France. On y vient, en tout cas je l'espère aujourd'hui avec les conclusions du rapport d'Éric Woerth. Moi je crois qu'il faut une grande région capitale, avec ensuite les départements, les intercommunalités, les communes, et ça suffit. On n'a pas besoin de cette métropole du... Bon, oui, moi j'entends tout ce que vous dites, tout ça est purement politique aussi sur la métropole du Grand Paris, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Moi ça m'intéresse pas, c'est pour enlever de la force politique à un camp et en donner à un autre, donc pour moi c'est pas le vrai sujet. J'entends ce que vous dites, mais encore une fois je ne vois aucun échelon inutile. Sérieusement, on parle des petites communes, mais une petite commune elle peut décider dans son petit budget par exemple. Comme une commune de 10 habitants. Une commune de 150 habitants par exemple, elle peut décider de refaire naître un café de village, comme c'est arrivé parfois en montagne, et donc de revitaliser sa propre commune. Après, il y a la superposition des compétences aussi. Mais vous avez plein de gens qui font la même chose. Quand je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que moi, ça tombe plutôt bien. Je trouve que les gens arrivent à travailler en bonne intelligence. Moi, je ne vois pas les doublons, en fait. Peut-être que vous les voyez, mais en tout cas, dans beaucoup de cas, je vois pas les doublons, monsieur le maire. Très peu. Est-ce qu'il y a des doublons ? Oui, c'est ça. Oui, sur l'exemple évoqué à l'instant pour de la revitalisation de commerce dans les petites communes, et évidemment, mais on le fait avec quoi ? On le fait avec l'aide des fonds de la région et les dispositifs de la région. Et donc finalement... Donc là, je suis d'accord. C'est-à-dire que ça renvoie quand même à quelque part à sacraliser ce rôle de développement économique de la région. Mais personne ne lui enlève, ne le conteste à la région. Non, mais bien sûr. Par contre, là où je vous rejoins, et c'est là où je pense qu'on ne peut plus se poser la question de la suppression du département. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça a été une erreur, à mon sens, monumentale de passer aux 13 grandes régions administratives. Voilà.
On a perdu une notion d'action de la région. Et je crois que d'agilité. c'est pour ça qu'Éric Woerth, d'ailleurs, ressort aussi, là, un vieux serpent de mer, qui est le conseiller territorial. Moi, j'y suis favorable. C'est-à-dire, finalement, cet élu qui serait à la fois au département et à la fois à la région, parce qu'aujourd'hui, je vous mets au défi de demander, ne serait-ce qu'aux Villepreusiens, qui est leur conseiller régional, ils ne le savent pas. Il n'y a plus de notion de proximité, surtout en Ile-de-France, entre le mandat régional et la commune. Donc, je crois que le département et les intercommunalités avec les communes suffisent amplement en Ile-de-France. On part au 0826 300 300 avec notre vraie voix du jour, Régis d'Arles. Bonsoir Régis. Bonsoir. Oui. Alors vous supprimeriez quoi, vous, les petites communes, les intercommunalités, les départements ou les régions? Les petites communes, plutôt. Parce que je vais vous dire pourquoi. Donc, nous, en France, on est un pays un peu spécifique. On a 36 000 communes. Quand on se compare aux pays européens, dans certains pays, il y a un quart du nombre de communes françaises. Et je trouve que, voilà, il faudrait inciter les petites communes à se regrouper ou supprimer carrément, voilà, pour que, on fasse des communes plus importantes avec des communes limitrophes, par exemple. Et je trouve que ça aurait du sens. Ah bah, ça existe déjà, les communes qui se sont regroupées. Oui, mais il faudrait inciter de façon plus forte. Mais pourquoi ? En quoi ça vous gêne ? En quoi ça gêne une commune de 153 habitants ou de 200 ? Mais les moyens financiers. Mais les moyens financiers, ils ont leur budget, ils en ont peu. Faire de grands projets. Et alors, mais c'est très bien de faire des projets. Vous savez, quand une petite... Françoise, on laisse parler. Pardon, Régis, excusez-moi. Non, mais je trouve que quand une petite commune arrive à... Je travaille dans une commune, donc je peux parler. Mais je trouve que les petites communes, voilà, il faudrait inciter ces petites communes à se regrouper avec d'autres communes de façon plus importante. Elles le font parfois. Attendez, Françoise, Jean-Baptiste Amonique, parce qu'on n'a plus le temps. Jean-Baptiste Amonique, est-ce que le problème des petites communes se pose ou pas? Alors, on moi, a en 30 Ile-de-France, secondes, évidemment. Les amis. Très rapidement, qu'on puisse inciter à la création de communes nouvelles, moi j'y suis favorable, ça se fait encore. Mais je rejoins, c'est pas le sujet. Et d'ailleurs, ça se fait déjà. L'intercommunalité, c'est le regroupement de communes entre elles. C'est de la coopération, c'est de la mutualisation. Moi, je le vois sur mon agglomération. On a transféré un certain nombre de compétences, que ce soit l'éclairage public, que ce soit la gestion des déchets, autant de compétences que des petites communes ne pourraient plus assumer seules. Donc finalement, moi je crois pas que le sujet soit de supprimer des villages. En plus, on connaît aussi parfois le sentiment d'identité très fort, d'appartenance. C'est aussi notre patrimoine, c'est aussi ça la France. Supprimer des petites communes, je crois que ça ne résoudra rien en termes d'efficacité de la dépense publique. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Amonique, maire de Villepreux dans les Yvelines, en charge de la mobilité et des transports à l'Association des petites villes de France et à l'Association des maires d'Île-de-France. Merci de nous avoir accordé votre temps. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu, vous l'appelez comme vous voulez, mais on veut que vous soyez là. Allez, à tout de suite. Oh là là. Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est au mid-time de cette émission et chers amis, on est ravis de vous accueillir. C'est les Vraies Voix jusqu'à 19h. Souvent dans la rue, on nous demande mais qu'est-ce que vous leur donnez à manger aux Vraies Voix? Et ben j'ai envie de vous dire, ils sont nés comme ça. C'est ça le problème, c'est que on ne peut rien changer, c'est comme ça. Régis est avec nous de Arles. Ça va Régis? Ça va, impeccable, oui. Impeccable. Régis, on fait gagner Arles ce soir, hein, je vous préviens. Hein. D'accord. Allez, on chante. Allez Arles. Allez, oui. Oui, c'est ça. Bah, vous chantez super bien. Allez, super. Allez, bougez pas. Tout de suite, le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, écoutez bien, Régis, c'était une question. Qui c'est qui l'a dit à 3 points, 3 points. Emmanuel Macron se réjouit d'avoir des amateurs au gouvernement. Quand nous étions au pouvoir, nous étions de vrais professionnels. Bruno Retailleau? Non. Nicolas Sarkozy? Non, c'est une femme. C'est une femme. Et du même parti que Retailleau et Sarkozy. Alors c'est Genevard. Morano, bonne réponse de Bernard Cohen-Haddad qui marque 3 points. Morano. J'arrive en force là. Je l'ai complètement deviné, Attention, Attendez, parce que Régis parle. Vous disiez quoi, Régis? Non, j'ai dit c'est un peu présomptueux comme remarque. Oui. Il est bon. Régis, qui c'est qui l'a dit à 3 points? Je ne ferme pas la porte à 2027, car il faut un candidat du bon sens. Oui, je sais qui c'est. J'ai entendu ce matin. Oui, c'est ce matin. Je sais. Le nom m'échappe. Robert
C'est Ménard. Robert Ménard. Oui, Robert, il a dit, je l'ai entendu ce matin sur Sud Radio. Moi aussi. Mais Françoise, pourquoi vous criez comme Parce ça? que, bien sûr. On Je sais met pas les pourquoi. points à Régis, il dit, je l'ai entendu ce bien matin sûr, sur Sud bien Radio. sûr, l'avez bien dit, sûr, vous l'avez mais bien pensé, sûr. Il faut plus crier. Bien sûr. Prenez Ne parlez exemple pas sur moi. tous en même temps parce que l'auditeur ne comprend pas un mot de ce que Voilà, vous dites. exactement. Non, mais tais-toi, toi. Moi, j'ai Espèce de décidé lèche, toi. depuis 8 jours, Non. je suis le conseil de Frédéric Jouve, il faut qu'on soit calme. Calme, Allez-y, soyez c'est parti. calme. Allez, un Au point. jeu, Qui au c'est jeu. qui l'a dit, mon cher Philippe? C'est à vous, Cécile. Eh ben, je vais y aller. L'extrême droite mène une bataille sans merci contre la nature. Régis. Marine Le Pen. Non. Marie Toussaint. Bonne Oui. réponse de Françoise Degois qui marque un point. Vous avez vu sans crier, hein? Non. Sans crier gare. Qui c'est qui l'a dit, Régis, à 2 points? La politique de LFI, c'est de découper la France en tranches et d'en presser le jus électoral, et quand il n'y en a plus, de passer à autre chose. Régis. 2 points. Gabriel Attal. Bonne Oui. réponse de Régis qui marque 2 Il est points. fort, Ah bah ce oui, gars. il est J'aurais dû le fort. savoir. Je vous ai dit, Arles, en fait, voilà, c'est Trop ça. fort, Régis. Question qui c'est qui l'a dit, Régis, à 2 points. Je propose une directive Airbnb, pardon, excusez-moi, au niveau européen, pour qu'on n'ait plus de logements qui servent juste à l'investissement Marion Maréchal. Non. non, Anne Hidalgo. ou Non. à la spéculation immobilière, puisque je n'avais pas fini. Non. Anne Hidalgo. Non. François-Xavier Bellamy. Fontaine. Non. Non. C'est une européenne. Non, bah, c'est une candidate de liste, c'est ouais, c'est ça. Valérie Ayé. Bellamy. Valérie Ayé. Aurore Laluc. Non, Aurore non, Laluc. non, c'était trop tard, c'était France Manon Aubry. Insoumise. Ah, on l'avait oublié. Ah oui. On l'avait zappé. J'ai failli Qui dire, c'est hein. qui l'a dit Dommage. à 3 points sur la réforme de l'assurance chômage? C'est insupportable, c'est un impôt déguisé en réalité. Les seniors vont se faire taper extrêmement violemment par ces mesures. On va avoir une cohorte de cinquantenaires au RSA. Régis. La responsable de la CGT, non? Non. Non. Jean-Luc Mélenchon. Non. C'est une Marie femme. Léon. C'est une femme. Marie-Sophie Binet. Non. Manon Aubry. Non. Non. Mathilde Panot. Marie-Lise. Non, je l'ai dit. C'est une présidente de groupe. parlementaire. Parlementaire. Non, mais Valérie Rabault. Jeune Var. Mais non, Marine Le Pen. Bonne réponse de Françoise Degois, Marie Maréchal. Bah, c'est bien parce que comme ça vous aurez fait tous les partis politiques. C'est un peu la honte, c'est la honte. Vous savez quoi? On va vous faire des listes et vous allez la lire. C'est vrai, c'est la honte, pardon. Allez, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Régis, écoutez bien. Traiter Meyer Habib de porc, c'est parler comme Dieudonné ou comme Alain Soral. C'est pas un homme politique, c'est un philosophe. Je sais qui c'est. Je sais. Non, Régis. Régis. Philosophe, je ne vois pas. BHL. Onfray. Bonne Absolument. réponse, BHL. Françoise Degois marque 3 points. Et qui c'est qui a répondu à BHL? Le qualificatif de porc peut être attribué à eux 4. Meyer Habib, Dieudonné, Alain Soral et BHL. Ah oui, je sais, je l'ai vu ça. C'est Marine tellement. Le Pen. Non. C'est Nathalie Oziol, non? Non. Non. C'est C'est une députée. LFI. Oui, je sais. Et alors, c'est pas Clémence Guettet? Non. C'est Sourdet. Oui, bonne Ercilia réponse, Ercilia Soudet. Bonne Ercilia réponse de Philippe Soudet. Bilger. C'est honteux, hein, franchement. Ercilia Soudet qui est députée France Insoumise. Ouais, j'ai- Eh bien, verdict. J'ai sauvé l'honneur. Oui, eh bien, verdict, c'est Françoise Degois qui a gagné avec 7 points devant Régis 5 Mais il a été et fort. Bernard Cohen-Haddad et Philippe à 3. Merci Régis d'avoir merci joué à vous. avec nous. Merci à vous. Merci à vous. On vous embrasse, on vous fait attention à vous et à très bientôt. Allez, Oui, merci, c'est le moi moment aussi. de vous offrir des cadeaux, les amis. Je vais vous le dire, c'est le moment justement de jouer avec Sud Radio pour gagner un pack Lexon avec des objets design et connectés. Et c'est ça qui est bien. Et aujourd'hui, on va vous offrir au 0826 300 300 une bubble lamp. C'est une lampe que vous pouvez mettre sur votre sur la table. Une enceinte Minoté que vous allez pouvoir vous prendre une douche avec cette enceinte. Une radio Tico, voilà, c'est ça aussi, c'est plutôt hyper intéressant. Et une batterie MacBank que vous pourrez mettre dans votre sac, bien entendu, comme l'enceinte, comme tout ça, parce que ce sont des petits objets connectés qui sont hyper intéressants. 0826 300 300 avec vous, Bernard. Un chiffre entre 0 et 20. J'allais vous appeler Norbert, je sais pas Ah, pourquoi. mais vous pouvez, il n'y a pas Allez, de problème. Bernard, entre 0 et 10, un chiffre 8. 8e appel au standard pour ces très jolis cadeaux offerts par Lexon et par Sud Radio. Bonne chance à tous, on revient dans un instant.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes très bien entourés pour ces vraies voix jusqu'à 19h. Bernard Cohen-Haddad est avec nous, président de la CPME Paris et du think tank Étienne Marcel et auteur du livre « L'avenir appartient aux PME » publié chez Duno. Vous nous donnerez des sous, parce qu'à force de le dire, si vous vendez des livres. Cécile. Françoise Degois est avec nous, éditorialiste Sud Radio, et Philippe Bilger et vous au 0826 300 300. Il y a des gens en trop quand même. Vous dites on est bien entouré. Moi je trouve qu'il y a au moins 2 ou 3 personnes en trop. Je pense que j'adorerais faire l'émission avec vous et Félix Mathieu uniquement. Tu vois. Et Bernard. Non, et Bernard, parce que merci, voilà. François. Les autres vous rendre. Bon, écoutez, je vous laisse, je pars. C'est bien, il y en a autant à dire sur l'un que sur l'autre. En attendant, Félix Mathieu, que tout le monde adore. Dans un instant, merci. Vous avez la parole. Avec les permis de construire qui ont baissé de plus de 17% sur un an dans l'Hexagone, la Fédération française du bâtiment redoute des suppressions d'emplois. 90 000 suppressions d'emplois peut-être dès cette année selon la FFB. Comme chaque jour, je vais remettre le clocher au milieu du village. La politique, ça consiste à rassembler les Français et le moins qu'on puisse dire est que certains, pour fracturer, ne sont pas des casseurs, mais des pyromanes qui, non contents d'allumer le feu, jettent des bidons d'essence sur celui-ci en se délectant. La dernière en date, Rima Hassan, 7e sur la liste LFI aux Européennes, qui a tweeté hier, je cite, « Il est temps que la France rende tout ce qu'elle doit à l'Algérie ». Alors inutile de dire que, alors qu'une partie de la jeunesse originaire d'Algérie a un sérieux problème d'intégration en France et qui ne date pas d'aujourd'hui, il suffit de se souvenir du funeste France-Algérie du 6 octobre 2001 où la Marseillaise avait été conspuée et où le match n'avait pu arriver à son terme suite à l'invasion du terrain par des hooligans algériens. Balancer que la France aurait une dette envers l'Algérie relève de la pyromanie la plus caractérisée. Des propos qui doivent faire plaisir au régime militaire algérien qui tient le pays sous sa coupe depuis 62 ans et qui, pour justifier sa multitude d'échecs, répète à l'envi que tous les problèmes de l'Algérie, c'est la faute à la France. Des Algériens qui sont éduqués depuis l'indépendance dans la haine de notre pays, mais qui demandent toujours plus de visas à chaque fois qu'un président de la République française, preuve absolue de l'échec du régime en place. Ainsi donc, Rima Hassan, en un tweet, permet à un pays pas particulièrement ami d'une autre de nous cracher une fois de plus dessus et de se victimiser encore et toujours. Le pire dans tout ça est de se dire que peut-être elle représentera la France au Parlement européen dans une quinzaine de jours, même si le drapeau le plus présent sur son compte Twitter est le drapeau palestinien et ni le drapeau français ni le drapeau européen. Philippe Bilger. Vous avez raison, Philippe, mais il faut bien voir qu'elle est très habile. Regardez à quel point son tweet est à la fois vague et tout ce qu'elle... Elle ne donne jamais une argumentation qui permettrait véritablement de lui rentrer intellectuellement, j'entends, dans l'art, quoi. C'est quelque chose de vague, c'est une banalité qui peut passer auprès de beaucoup de gens. Non, elle n'est pas du tout maline, elle est complètement... c'est très facile de répondre à Rima Hassan, mais surtout, il ne faut pas lui répondre, parce que ça n'est fait que pour ça, ces tweets. Ça n'est fait que pour grenader le débat. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon... Il ne faut pas nourrir ce type de débat. C'est pas elle toute seule, c'est bien sûr Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, c'est une trumpisation de Jean-Luc Mélenchon, tout simplement. Jean-Luc Mélenchon, il a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, il a vu ce qui s'est passé en Italie. Vous savez qui faisait ça tous les jours, c'était Beppe Grillo, le leader du mouvement 5 étoiles. Ils sont arrivés au pouvoir grâce à ça. Donc Rima Hassan, par ailleurs, il y a une vraie question, on n'a jamais réglé entre nous tous le problème de l'Algérie. C'est un problème très profond dans la société française. Qu'est-ce qu'on doit à l'Algérie? Oui, on doit certainement des choses. Donc non, mais c'est un vrai sujet. Mais je suis d'accord sur cette haine qui est... je ne sais pas comment on finit ces élections le 9 juin, on va tous sortir vraiment complètement fracassés. Ouais. Moi je suis un peu gêné parce que je suis un pied noir d'Algérie, quoi. Donc oui, nul n'est parfait. Et c'est vrai que je trouve qu'on a quand même beaucoup donné à l'Algérie. Et j'aimerais bien aussi penser à la spoliation des biens des Français d'Algérie, au-delà, et des harkis qui se retrouvent ici sans rien. Donc aujourd'hui, on est en pleine provocation, en réécriture de l'histoire, économie du wokisme. C'est de la provoque, c'est une façon aussi d'essayer d'acheter une clientèle politique, point barre, quoi. Allez, on revient avec Félix Mathieu sur la baisse des permis de construire, baisse de 17,7% sur un an, Félix Mathieu. Oui, pour les chiffres du mois d'avril, du coup, la Fédération française du bâtiment redoute pas moins de 90 000 suppressions d'emplois dès cette année et même 150 000 suppressions d'emplois d'ici la mi-2025, l'année prochaine. Nous sommes en ligne pour en parler avec le président de la Fédération française du bâtiment. Bonsoir, Olivier Saleron.
Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Comment ça s'explique une telle situation, baisse des permis de construire de plus de 17% sur un an ? Écoutez, ça s'explique malheureusement par une baisse des permis de construire déjà depuis 3 ans. Donc 17% depuis l'année dernière. Eh bien, le planchon continue. La morosité est là. J'allais dire, c'est la catastrophe au niveau du logement neuf. C'est-à-dire pas de construction. Oui, bonsoir Président. 2 questions. Est-ce que c'est dû aussi au prêt bancaire, ce problème de baisse des permis de construire? Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de financement de tout ce qui est mise aux normes des mesures vertes dans les logements qui va coûter beaucoup aux propriétaires? C'est un vrai enjeu aussi pour vos entreprises. Alors bien sûr, le coût de la construction a fortement augmenté depuis 2021, puisqu'il y a eu la crise des matériaux, il y a eu la crise de l'énergie. Donc oui, construire une maison ou un logement aujourd'hui, c'est 20 à 25% de plus, dont à l'intérieur, et vous le venez de le dire, des normes environnementales, comme la RE 2020, qui ont surenchéri ce prix-là. Cet effet de ciseau catastrophique avec la hausse des taux de crédit pour nos concitoyens et surtout les plus modestes, tout ce qui est primo-accédant pour acheter une petite maison individuelle ou un logement, eh bien, ceux-ci n'ont pas accès aujourd'hui au crédit avec un taux très haut. Donc, vous voyez, c'est une conjonction de facteurs, mais attention, aussi les mesures gouvernementales, en réduisant le prêt à taux zéro à, j'allais dire, 7% de l'ensemble du territoire, plus la fin de l'investissement, ce que l'on appelait le Pinel en fin d'année, eh bien, a détourné tous les particuliers de l'investissement dans la pierre. Et ça, c'est plus grave. Et pourtant, on manque de logement, Philippe Bilger. Oui. Comment vous voyez le futur? Est-ce qu'il y a tout de même de l'espoir ou pas? Alors écoutez, aujourd'hui, eh bien, nous on travaille évidemment avec les ministres successifs du logement, et il y en a eu beaucoup depuis 4 ans, pour essayer de justement remettre au cœur de tout, c'est-à-dire le souhait des Français d'être propriétaires, mais aussi de pouvoir investir dans la pierre pour le louer à des Français plus modestes. Et aujourd'hui, avec tout ce que je vous ai parlé, l'augmentation du prix des matériaux et le problème des crédits, eh bien c'est compliqué. Donc il faut déclarer, et alors le Premier ministre Attal l'a fait en janvier, mais aujourd'hui il n'y a pas de résultat, c'est-à-dire une urgence logement, que ce soit le logement privé, mais aussi, et c'est beaucoup plus grave, ce qui est touché, c'est le logement social. Imaginez-vous bien que au lieu de 120 000 logements sociaux que l'on devrait construire chaque année, eh bien on est à peine à 80 000, et là c'est une catastrophe sociétale et sociale. Merci beaucoup Olivier Salaron d'avoir été avec nous, président de la Fédération française du bâtiment, et bien entendu c'est des sujets qu'on traite aussi assez régulièrement avec Philippe dans Les Vraies Voix, responsable mercredi soir. On sera ravis de vous accueillir pour faire une interview un peu plus longue. Dans un instant, le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. On parle de quoi avec Philippe Bilger? David Guiraud. Très bien, Françoise Degouard. On va rester dans le registre les Européennes sous la pression de Gaza. Et avec vous Jeux Olympiques, sécurité ou accessibilité. Très bien, merci beaucoup. Et vous restez avec nous, 0826 300 300. Merci Félix Mathieu. Merci. On revient dans un instant. De Minibus. Et tous les jours, Les Vraies Voix de 17h à 19h. Si vous ne comprenez pas tout ce qu'ils disent, ça tombe bien, nous non plus. Les Vraies Voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degouard et Bernard Cohen-Haddad. Bien sûr, on plaisante, parce qu'on comprend un mot sur 2 quand même, c'est ça qui est bien. Allez. Et on aura encore des cadeaux à vous offrir, hein Philippe? Absolument, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà, c'est ça, donc soyez les oreilles ouvertes. Moi non plus, on comprend pas ce que je dis, c'est ça qui est bien. Il faut ouvrir les Portugaises. Les Portugaises, voilà, c'est ça. Bon, et je les embrasse parce que je les adore. On adore. Et tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et c'est sur les ambitions pour la mairie de Roubaix de David Guiraud que vous voulez parler, non, c'est pas monsieur le procureur, Philippe Bilger, là. Très sérieusement, David Guiraud est probablement l'un de ceux à LFI qui est le plus proche en permanence de l'antisémitisme. On sent qu'il a une véritable obsession, qu'il ne rate jamais une occasion de focaliser sur la haine d'Israël qui frôle, et d'aucuns disent qu'il tombe
sans arrêt dans l'antisémitisme, et j'ai lu ce matin, je l'ignorais, qu'il souhaite être maire de Roubaix et que donc il cultive de manière assez cynique, réaliste, pense-t-il, cette collusion avec un électorat dont il pense que à Roubaix, où il est assez dominant, il pourra lui donner la mairie. Alors, je suis naïf, mais je n'osais pas croire qu'on puisse, étant politique, où que ce soit, à droite comme à gauche, mettre en œuvre de manière aussi ostentatoire un processus et une tactique que je trouve assez choquant. Françoise Degois. Oui, d'ailleurs, les électeurs jugeront, mais c'est vrai que David Guiraud, en plus, a une formation comme ça. Il le dit lui-même. Il a été très inspiré par Dieudonné, il a été très inspiré par Soral. C'est très douloureux d'ailleurs pour son père, Daniel, qui a été pendant très longtemps le maire socialiste des Lilas et qui est d'ailleurs candidat sur la liste Raphaël Glucksmann. C'est une vraie déchirure familiale, hein, vous savez. C'est pas anodin ce qui se passe avec David Guiraud. Et c'est pas anodin ce que vous retracez, parce que c'est une façon de conquérir qui n'est pas simplement tactique, qui correspond malheureusement pour lui et pour nous à une pensée profonde. Quand David Guiraud dit ce qu'il dit, il sait très bien ce qu'il dit. Quand il envoie les signaux faibles avec Dragon Céleste, dont on sait tous maintenant que sur les jeux vidéo, c'est évidemment un signe de ralliement des antisémites. Il dit « Ah, je savais pas ». Bien sûr qu'il sait. Il sait tout cela. Et ça, c'est doublé d'une inculture profonde, en fait. Et quand il a été à Tunis il y a quelques mois et qu'il a raconté n'importe quoi sur le massacre de Sabra et Shatila, parce que bien sûr que les Israéliens ne sont pas coupables de Sabra et Shatila, je veux bien qu'ils soient coupables de tout, il a quand même été forcé à un moment donné presque de s'excuser. Mais tout cela est doublé en plus d'une inculture qui est partagée par beaucoup de ses collègues. La plupart de ces gens, je ne sais même pas si Jean-Luc Mélenchon c'est le cas, mais la plupart de ces gens n'ont jamais mis un pied, si vous voulez, en Israël ou à Gaza ou en Cisjordanie. Ils seraient incapables de situer Jenin, ils seraient incapables de situer Carmiel, ils seraient incapables de situer Gaza, ils sont même incapables de connaître les grands moments de l'histoire. Donc c'est un vrai problème parce qu'ils sont députés. Bernard Cohen-Haddad. Ce qui peut peut-être nous sauver, c'est que s'il est maire, il sera plus député, puisqu'il y a le non-cumul des mandats. Si j'ai bien compris, c'est ça. Bon, c'est triste pour Roubaix quand même. Oui, je sais bien, mais les électeurs décident. C'est les électeurs, mais vous avez raison, Françoise. C'est au-delà du clientélisme. C'est une vraie feuille de route. C'est pas de manière anodine. Ça fait partie d'une conquête du pouvoir, mon cher Philippe. Ce qui est dommage, c'est que ça se construit sur la haine de l'autre et non plus sur le vivre ensemble, sur le partage, et comme l'a dit tout à l'heure Philippe David, sur l'intérêt de nos concitoyens. C'est bien ça qui est dommage. Allez, Bernard Cohen-Haddad, justement, vous voulez revenir sur les Jeux Olympiques. Faut-il privilégier la sécurité ou l'accessibilité au commerce de proximité ? Oui, moi cette semaine, j'avais une interrogation liée à ce qui est paru dans la presse et aux annonces du préfet de police dans l'ensemble des zones sportives des Jeux Olympiques. C'est la nécessité de pouvoir disposer de QR codes pour pouvoir passer dans les zones grises, à la fois chez les commerçants ou tout simplement pour aller chez soi. Et donc, vous vous souvenez de la formule d'Alain Boer, cette folie meurtrière de la cérémonie d'ouverture. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on n'est pas en train de sursécuriser quand même si, bien entendu, on a tous peur d'un attentat et on le veut pas. Et d'un autre côté, ne pas faire que ces Jeux Olympiques restent la fête de nos métiers, de nos commerces, de nos vies de proximité. C'est un peu ça ma question. Moi, je fais partie des gens qui auront le QR code parce qu'on est en plein dans la zone, bien sûr, au bord de la Seine, etc. Je préfère, pour le coup, juste pas tendre avec Gérald Darmanin, mais je trouve qu'il a absolument raison. Je pense que la ligne qui est choisie est la bonne ligne. Est-ce qu'on se remettrait d'un attentat dans cette cérémonie d'ouverture? Est-ce que le monde même se remettrait? Parce que Paris, même si nous on passe notre vie à critiquer Paris et Hidalgo, la vérité c'est que Paris c'est un symbole très puissant. Moi je pense comme vous, Bernard, qu'on en fait trop, mais on n'a pas le choix. Ah, vous trouvez qu'on en fait trop? Moi je trouve qu'on n'en fait pas assez. Pour des gens qui vont rester à Paris durant les JO, ça va être... Mais le problème c'est que si on en fait trop, c'est trop. Si on en fait pas assez, c'est pas assez. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas le choix. Quitte à choisir,
Il en faut trop que pas assez. Ouais, allez, vous restez avec nous, les amis. On fait une petite pause. On revient dans un instant avec vous, Françoise, sur cette campagne sous pression de Gaza avec Emmanuel Macron. Et sous la haine, et une campagne qui est assez douloureuse, je trouve. On en parle dans un instant. Et puis, on aura notre gagnant au téléphone. Il nous appelle du Gers. Je dis ça, je dis rien. Quel beau département. De Lombez. À tout de suite. 20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, Bernard Cohen-Haddad avec nous, Françoise Degois et Elisabeth. Il est très bien. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy. On a le droit de donner un avis sur le petit nouveau en vraie voix. Il est bien. Hein. Le remplaçant. Il est déjà venu. On l'avait déjà connu. Notre réalisateur, nous on l'adore comme ça. Et nous on adore notre réalisateur aussi. Il est souriant. Il est souriant. Il fait bien son travail. Françoise n'était pas là, donc c'est le seul test valable aujourd'hui. Oui, bien sûr. Absolument. Mais moi je suis très macronienne. Tout ce qui était avant moi n'existe pas. Nous, et Gabriel Attal prend le chemin aussi. Tout ce qui était avant lui, y compris Emmanuel Macron, ça n'existe pas. Vous commencez à l'aimer tellement, vous parlez beaucoup de c'est dingue. Vous êtes en train de féliciter notre réalisateur, vous finissez sur Gabriel Attal. Où est le lien? Parce que c'est son obsession. Peut-être qu'ils veulent le voir à Matignon. Thomas à Matignon ne va peut-être pas. Et je disais surtout du bien de notre Réal, mais de Bernard Cohen-Haddad. Voilà, c'est ça. Ça vous a envie de vous faire des amis. Vous, je le sens aujourd'hui. En attendant de revenir à vous, Françoise, pour le tour de table de l'actu, on voudrait parler à Romain. Romain, mon cher Romain, c'est non sans une certaine émotion que ce soit en ce jour de... Voilà. Comment ça va, Romain? Il s'en fout, Romain, de moi, non? Ah, d'accord. Vous êtes là, Romain? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va? Romain? On va pas être... Qu'est-ce qui se passe? Levez le bras, Romain. Mettez une fourchette. Une fourchette au bout de la main. Bah voilà, ça y est, on vous a retrouvé, Romain. Bonsoir. Romain, vous faites quoi dans la vie? Je suis responsable d'un rayon boulangerie. Dans une boulangerie. C'est un très beau métier. Romain, on va vous dire ce que vous avez gagné parce que visiblement ça capte pas bien. Vous avez gagné une bubble lamp, une enceinte Minoté, une radio Taiko, une batterie MacBank offerte par Lexon. C'est très joli cadeau parce que vous allez pouvoir les utiliser dans plein d'endroits et plein de moments de votre vie. Ça nous embête de pas pouvoir vous parler parce qu'on vous entend pas bien. On vous fait d'énormes bisous, vous embrassez. Comment on appelle les habitants de Lombez? Alors je sais pas, mais Lombez, c'est deux communes, c'est Lombez et Samatan au milieu. Ouais. Et alors les gens du Sud-Ouest connaissent, vous avez un marché au gras fabuleux à Samatan. Là, le foie gras de Samatan, allez-y directement. De toute façon, le Gers. C'est dans les Pyrénées. Non, c'est le Gers, mais c'est juste à côté, c'est limitrophe. Comme vous me parlez des Pyrénées. Non, mais le Gers, on peut aussi vous en parler, on est intarissable là-dessus. On peut y aller, l'Aveyron aussi. Françoise et Philippe, tous les départements où ça mange, ils peuvent vous en parler. Non, mais même moi j'adore les départements industriels. Je sais que on a pareil, je trouve qu'il y a une poétique des usines et des industries, ça me touche. Moi, j'adore énormément. Les territoires, j'adore la France, j'adore les villes, j'adore les communes. Par exemple, personne n'aime la vallée de la Fanche parce que en Moselle, bien sûr, c'est très beau. La vallée de la sidérurgie, moi, ça m'émeut profondément. C'est l'histoire qui est géniale là-bas. Bien sûr. Et une très belle chanson, Fête Vallée de Bernard Lavilliers. Bernard Lavilliers. Bien petite fille, nanana. Est-ce que Romain est encore là ou pas? Romain? On vous entend pas? Bon, on vous entend pas, Romain. C'est une catastrophe. Romain, il va falloir venir dans le studio. Je vous le dis, c'est tout ce qui nous reste parce que là, on peut pas communiquer. Il a gagné. Donc voilà, on lui fait bravo. Bravo, Romain. Romain, on vous embrasse. On espère vous avoir à un autre moment où on pourra vous entendre. Allez tout de suite la suite du tour de table de l'actu et non la tour de l'actu. Ça n'a aucun rapport. Françoise, puisque vous êtes là, on va revenir sur cette campagne des européennes. Là, on approche vraiment à grands pas. Qui crée quand même peut-être un précédent par rapport aux autres. Oui, jamais une campagne n'aura été aussi pestilentielle. Je le dis parce que j'emploie pas ce mot pour rien. Je pense que tout ce qui a été imprimé dans cette campagne par la stratégie vraiment de Jean-Luc Mélenchon, en réalité, est quelque chose qui arrive maintenant à son paroxysme parce qu'il y a des événements sur le terrain. C'est paroxystique ce qui se passe à Rafah. Et même si on a beau dire que la bombe qui est tombée, en fait, a fait sauter des munitions parce que le Hamas entreposait des munitions dans ce camp, la réalité, si vous voulez, c'est que les images, elles sont insoutenables et que, évidemment, nous sommes la plus grande communauté juive d'Europe en France et la plus grande communauté musulmane. Et donc là, il y a un
moyen pour faire son beurre politique qui est tout à fait insupportable. On a parlé suffisamment tout à l'heure de Rima Hassan, c'est pas la peine d'y revenir, et de cette manifestation, tout ça parce que l'excellent Darius Rochebin interviewe Benjamin Netanyahou. Je veux parler aussi de ce côté, de toutes les manifestations que moi je trouve légitimes. Mais elles sont légitimes dans la mesure où elles dépassent pas. Hier, à Paris, on a vu des manifestants arracher les affiches des otages. C'est-à-dire que tout est fait comme si le 7 octobre n'avait jamais existé et comme si, au fond, tout était la responsabilité d'Israël. Jamais un mot de responsabilisation sur le Hamas. Je trouve dégueulasse ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux. Et après, j'en terminerai. C'est la première fois de ma vie, je suis journaliste depuis 25 ans et je suis conseillère politique depuis autant d'années. C'est la première fois de mon existence que je vois des listes de journalistes juifs circuler sur des comptes certifiés et sur des comptes de militants. Vous l'avez dénoncé sur Twitter. Je l'ai dénoncé, et il y a Elisabeth Lévy par exemple. Non, alors officiellement c'est les soutiens aux génocidaires, mais le seul dénominateur qu'ils ont tous ces gens, c'est qu'ils sont juifs. C'est la première fois que je vois une caricature. Meilleur Habib, j'ai pas envie de le défendre, j'aime pas ce député, m'insupporte. Oui, sauf que quand vous le voyez grimé en porc sur Twitter avec des comptes retweetés, ça n'est pas acceptable. C'est la première fois signalée par l'excellent Jean-Marie Bordery, qui est très très bon, qui m'a signalé, il y a une liste qui se revendique du maréchal Pétain, qui dans sa vidéo de campagne parle des Chilocs qui gouvernent le monde. Vous savez bien que Chiloc, c'est le marchand de Venise, c'est vraiment la figure honnie du juif. C'est insupportable. Nous avons tous un devoir de dire non. D'abord déjà foutre une claque à la France insoumise, vraiment je le dis, mais de toutes mes forces dans ces élections européennes, et puis surtout de reconstruire ensemble avec tous les gens de bonne volonté, parce que on est en train de créer des choses irréparables dans ce pays. Et immonde, je trouve. Je n'ai rien à dire de plus. Françoise est très convaincante et bien sûr, elle a raison de dénoncer tout ce qu'elle vient de dénoncer. Elle a totalement raison. On a atteint un niveau d'antisémitisme. Moi, je le vis. Parce que lorsqu'on s'appelle Cohen Haddad, je peux vous dire... Ça, on peut pas faire mieux. On manque Lévy quand même dedans. On annonce la couleur et... c'est vrai que la LFI est quand même responsable de tout ce torrent de haine, de boue et d'insultes. Avec, on peut quand même le dire, on ne peut pas dédouaner le gouvernement Netanyahou, c'est-à-dire que le gouvernement Netanyahou n'aide pas à aider, si vous voulez. Mais moi, je n'essentialise pas, je ne fais pas de tout musulman de France un ami du Hamas, et j'aimerais bien, je ne suis pas juive, moi, donc je suis assez tranquille pour en parler. C'est plus compliqué, je pense, quand on est juif, de toute façon, parce qu'on a forcément l'a priori du parti pris, et comme il faut ne pas faire de tout juif de France un génocidaire ami de Netanyahou. C'est ça. Et c'est ça que la France insoumise, malgré tout ce qu'on en dit, ils ont réussi à imposer ça dans le débat. Et moi, ça me rend très inquiète. Allez, merci beaucoup Françoise, vous restez avec nous. Dans un instant, un métier aussi, une corporation qui est inquiète, c'est les pharmaciens, puisque vous savez, 90% des pharmaciens étaient fermés aujourd'hui selon les syndicats, mouvements de colère liés, entre autres, aux fermetures d'officines, à la concurrence d'Internet et puis aussi au montant de leurs honoraires, mais aussi aux ruptures de stock de médicaments plutôt vitaux, et certainement beaucoup déjà d'entre nous ont subi ces pénuries. Philippe. Oui, et trouvez-vous qu'on en demande trop aux pharmaciens? Comprenez-vous leur mouvement du jour? Faut-il mettre des garde-fous, notamment avec les ventes de médicaments de contrefaçon par Internet? Et à cette question, les pharmaciens sont-ils le dernier rempart contre les déserts médicaux? Vous dites oui à 76%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Sébastien Lagoutte est avec nous, vice-président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et coprésident pour la Saône-et-Loire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que, première grève depuis 10 ans, est-ce que la situation, ça montre que la situation est vraiment grave? Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Effectivement, la situation est très préoccupante. Depuis 10 ans, nous n'avons jamais vécu ça, en termes de pénurie et en termes de difficultés économiques. Et vous bougez pas, on en parle dans un instant, on fait une petite pause, on aura le temps de débattre. 0826 300 300, vous voulez commenter ou témoigner si vous êtes pharmacien, on vous attend au standard, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Aujourd'hui avec nous Bernard Cohen-Haddad, Françoise Degois, Philippe Bilger, vous au 0826 300 300. Merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux. Énormément d'écoute sur le digital avec Sud Radio. On a pris encore 70% d'augmentation par rapport au mois dernier. Vous êtes près de 5 millions à nous écouter. Merci beaucoup. Ça nous touche vraiment et vous nous écoutez même le mardi et le jeudi. C'est ça qui est bien. Oui, c'est ce qui est surprenant d'ailleurs. À mon avis, ça va augmenter énormément ce soir. Ouais, non, mais le mardi aussi. Tu vois, il y a des pics et surtout après on peut faire le quart d'heure par quart d'heure. Non, Françoise, les pics c'est ce qu'elle vous a envoyé. Voilà, j'ai compris, mais moi je retourne le truc, tu comprends bien. Quand je fais par exemple mon tour de table, on voit tout de suite, vous pouvez demander à Patrick Roger et Frédéric Joux, ils me l'ont dit, non, ça monte en flèche. La fille qui raconte. C'est le seul pic de la journée. D'accord, il y a une intelligence artificielle et ça monte tout seul. Dès qu'on entend sa voix. Vous êtes ignoble avec moi. Non, mon petit chat, on vous aime. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. L'accès à un médecin, un généraliste, à des spécialistes, c'est un sujet de préoccupation majeur. Les pharmaciens, par exemple, qui sont docteurs, eux aussi docteurs en pharmacie, eh bien, ils sont soumis à des règles. Saint-Georges-de-Raintembault, 1500 habitants. Et plus aucun médecin depuis plus de 6 ans. C'est dans l'arrière-boutique que Manuel a attendu les secours. Dans cette salle de consultation spécialement aménagée. On a vu monter au fur et à mesure des années ce besoin complémentaire, supplémentaire de prise en charge au niveau du comptoir. Donc est-ce que c'est lié à la désertification médicale? Peut-être. Aujourd'hui, à 2300 maisons de santé, on en aura 4000 à la fin du quinquennat. 90% des pharmacies étaient fermées donc aujourd'hui selon les syndicats. Mouvement de colère lié aux fermetures d'officines, à la concurrence d'Internet, au montant des honoraires, mais aussi aux ruptures de stock de médicaments, parfois vitaux bien sûr. Alors parlons vrai, trouvez-vous qu'on en demande trop aux pharmaciens? Comprenez-vous leur mouvement du jour? Faut-il mettre des garde-fous, notamment contre la vente de médicaments de contrefaçon par Internet? Et à cette question, les pharmaciens sont-ils le dernier rempart contre les déserts médicaux? Vous dites oui à 76%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et le vice-président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine est avec nous. Bonsoir Sébastien Lagoutte, merci d'avoir accepté notre invitation. Petit tour de table, Philippe Bilger, avec cette profession finalement assez peu connue, parce qu'il y a, c'est vrai, une image finalement des pharmaciens qui n'est pas toujours la bonne. Oui, mais très injuste. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 3 commerces que je cultivais volontiers. Les librairies, les charcuteries et les pharmacies. Aujourd'hui, vous comprenez bien que j'ai abandonné les 2 premiers, il n'y a plus que les pharmacies. Eh bien, j'ai une grande admiration, et je pèse mes mots, pour les pharmaciennes, les pharmaciens, quand je les vois confrontés à une bureaucratie absolue, et ils ne font pratiquement pas d'erreur. Ils ont un travail colossal avec les ordonnances, et au fond, j'ai tellement d'estime que j'ai presque un sentiment d'apitoiement civique à l'idée de les voir disparaître, diminuer, alors qu'en effet, ils sont fondamentaux à cause des déserts médicaux et de tout ce que la vie aujourd'hui leur donne comme charge supplémentaire. Je trouve que c'est une honte de ne pas leur faciliter la tâche. Françoise Degois. Alors moi je fais partie des gens qui ont toujours cette image d'Épinal. L'idée, et vous allez bondir monsieur le vice-président, que les pharmaciens sont évidemment riches et nantis et qu'en fait ils ont beaucoup d'argent, mais ça c'est quelque chose que j'ai eu pendant des années, et puis jusqu'au moment où j'ai vu des pharmacies et des copains à moi pharmaciens qui ont fait de très longues études et qui ferment leurs portes notamment dans les petites communes de ruralité ou de montagne, etc. Moi, je dois dire que j'ai complètement changé de point de vue avec les pharmaciens pendant le Covid. J'ai été me faire vacciner par les pharmaciens. J'ai vu ce qu'ils avaient mis en place. Alors, bien sûr, ils ont gagné de l'argent, etc. Mais le travail que ça a consisté, comme je voyage beaucoup, pour faire les tests, organiser les tests, pour qu'on puisse avoir des certificats pour pouvoir voyager, honnêtement, j'aimerais vraiment qu'ils nous expliquent et qu'ils cassent un peu plus cette image de pharmacien nanti, parce que on va voir le pharmacien, parce que souvent même on n'a pas le temps d'aller voir le médecin, et puis ils sont toujours conscients. Bernard Cohen-Haddad. Oui, moi je suis un défenseur des officines, des pharmaciens. La proximité. La proximité, ça a été dit, les anciens apothicaires qui aujourd'hui sont là pour vous conseiller sur des médicaments non remboursés. Ils ont créé du lien social, ils nous ont vaccinés
Ah ouais, vraiment. Ne l'oublions pas, ils nous ont vaccinés quand c'était la pagaille. Ils ont fait les tests aussi. Ils ont fait les tests, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'implication, de pédagogie. Et quand même, aujourd'hui, toujours plus de charges. Toujours plus de charges pour les loyers, des remboursements différés. Donc tout ça, c'est quand même pas facile pour eux. Et je crois que leur coup de gueule est mérité. Et la plupart du temps, une grande urbanité. Absolument. Sébastien Lagoutte, vice-président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. On vous le disait juste avant la pub, une grève en 10 ans. Donc vous avez dû certainement avaler des couleuvres. Il était temps de réagir. Alors oui, il est temps de réagir, mais après tant de compliments, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vrai, hein. On dit la vérité, parlons vrai sur Sud Radio. On sait recevoir sur Sud Radio. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, c'est que je suis pharmacien, j'appartiens à une profession qui a un maillage territorial fabuleux, qui appartient à ces pharmaciens, qui est proche de ses patients. On a un modèle pharmaceutique français qui a montré sa résilience, qui a montré son adaptabilité, son évolutivité pendant toutes les crises que nous avons vécues. Et aujourd'hui, nous sommes en grande détresse parce que nous faisons face à des pénuries qu'on n'a jamais connues, parce que nos honoraires n'ont pas été réévalués depuis 2017, parce qu'il y a un défaut d'appétence de la part des étudiants pour notre profession. Donc finalement, ça touche tout le monde. Et finalement, on touche à tout. On touche au maillage, on touche à la pénurie, on touche au capital des pharmacies, on touche au numerus clausus, au monopole. À la santé en général. À la santé en général, parce que nous sommes là au service de nos patients et on comprend pas. On a un modèle français qui est très sécuritaire, qui nous permet de délivrer en toute sécurité des médicaments que l'on connaît. C'est-à-dire que contrairement à n'importe quelle plateforme internet ou n'importe quel intervenant qui est à distance, nous sommes proches de nos patients. On les connaît, ils viennent tous les jours nous voir à la pharmacie. Et ce modèle-là, on ne comprend pas que l'État veuille le détruire, alors qu'on a au contraire besoin qu'ils investissent dans ce modèle pour mieux soigner les Français, pour mieux soigner nos patients et pour surtout pérenniser la santé publique. Aujourd'hui, hélas, on a un désertification médicale qui est énorme. Et si demain ça continue, on va partir à une désertification pharmaceutique. Et hélas, la pharmacie reste dans beaucoup d'endroits le seul rempart, le seul point d'accès dans le système de santé. Philippe Bilger, mais justement, malgré les difficultés des pharmacies, des pharmaciens, vous avez évoqué le manque d'appétence pour ce beau métier. Comment se fait-il qu'il y ait ce manque de désir ? Alors les raisons sont multiples. Je pense que déjà du côté de l'université, avoir mélangé nos professions, mélanger médecin, pharmacien, maïotique, kiné, dentaire, on n'a pas les mêmes métiers. Et peut-être que les mélanger en première année, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Et deuxièmement, vous l'avez très bien dit, aujourd'hui on est confronté à une bureaucratie énorme, on est confronté à des tas de contrôles et surcontrôles et tout ce que vous voulez, plus ces difficultés de comptoir par les pénuries. Je pense que les étudiants sont moins intéressés par la pharmacie d'officine. Juste une question avant, pardon Bernard, est-ce que le patient, en tout cas le patient client, parce qu'il y a un client qui vient acheter des produits, il y a le patient qui vient chercher ses médicaments, est-ce qu'il y a une violence, une violence aujourd'hui de pas avoir de médicaments? Est-ce que finalement la personne qui rentre dans votre officine peut avoir des comportements déplacés aussi? Alors, de la violence, il y en a peut-être un petit peu, ça reste marginal. Je vais vous parler d'un mal qui est beaucoup plus grave, c'est l'angoisse. D'accord. Vous allez chez votre pharmacien, vous poussez la porte, vous lui tendez votre ordonnance et vous ne savez pas si votre pharmacien va pouvoir vous délivrer votre traitement parce qu'il est en rupture de médicaments. Et je peux vous dire que de l'autre côté du comptoir, c'est pas évident non plus parce que il va falloir annoncer à son patient que son médicament est en rupture et qu'il va falloir qu'on trouve une solution qui va pouvoir peut-être être trouvée en 5 minutes comme en 2 à 3 jours. Oui, moi j'ai deux petites questions. Très court. Oui, très court. C'est qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette rupture de médicaments de base, y compris des génériques, on n'arrive plus à produire chez nous. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et deuxièmement, quelle serait la mesure qui vous permettrait de gagner un peu de marge, parce que sans rentabilité, c'est beaucoup d'heures de présence, des gardes, etc. Et c'est invivable aujourd'hui pour vous. C'est pas rentable. Alors, sur la pénurie de médicaments, aujourd'hui, le marché n'est plus simplement que ni français ni européen, il est mondial. Les principes actifs sont principalement synthétisés en Asie, en Inde, en Chine, et donc forcément, vous avez des usines pour le monde entier, et ces usines n'arrivent pas à produire pour le monde entier. Donc il faut bien contenter un peu tout le monde, mais pas forcément tout le monde à 100%. Donc la principale cause des ruptures, c'est ça. La deuxième cause des ruptures, c'est que depuis qu'on a besoin d'économies dans la sécurité sociale, on fait systématiquement des économies sur les médicaments matures, c'est-à-dire les médicaments qui sont déjà anciens,
qui soignent le plus grand nombre, au profit de médicaments innovants qui soignent de manière importante, on est tout à fait d'accord, mais un petit nombre de patients. Et donc ces médicaments-là sont très chers, mais pour pouvoir dégager de la marge sur ces médicaments-là, pour que l'État puisse les payer, forcément il faut diminuer la marge sur les autres. Et ça devient plus rentable pour un industriel. Merci en tout cas beaucoup, et puis bien entendu on a fait une grande émission sur les pharmaciens. On vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et on espère que l'issue sera plutôt favorable en tout cas pour ces pharmaciens de France. Merci beaucoup Sébastien Lagou d'avoir été avec nous, vice-président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Debois, merci Bernard Cohen-Haddad. Vous restez avec nous, avec Philippe David, nous évoquerons l'automobile, les vraies voix qui font le relais. La France Station E sera avec nous, l'hyperlocal avant tout pour les véhicules électriques, et son fondateur Alain Roland sera avec nous. On reviendra sur un événement Ferrari de l'année, la Starossa organisée à Monaco, car avec les plus belles voitures du monde, les voitures italiennes, sur la fiscalité écologique aussi qui déstabilise le marché du pick-up. Et puis on reviendra sur bien entendu l'info importante du jour, c'est sur ces airbags des Citroën et des DS. 600 000 voitures rappelées. On en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue.